Africaines, Africains, je vous salue, vous, d'Europe, d'Asie, d'Amérique, soyez les bienvenus. Amis des îles, archipels, de l'Atlantique à l'Indien, je vous salue. Le président Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine en est à sa deuxième visite en un laps de temps à Paris, à la rencontre du président français Emmanuel Macron. Et plusieurs d'entre vous m'avaient interpellé à travers les réseaux sociaux pour me demander ce que je pensais de ce réchauffement apparent des relations diplomatiques franco-centrafricaines. Je voudrais ici répondre à cette demande, venue de centaines d'amis à travers le monde qui savent qu'en ma qualité de spécialiste des questions politiques africaines, je pourrais apporter mes modestes lumières à l'éclairage des lanternes de nos contemporains. Voici donc l'analyse que je voudrais donner de ce réchauffement apparent des relations diplomatiques franco-centrafricaines. D'abord, je tiens à souligner que la diplomatie est un domaine qui n'admet pas les logiques binaires, les logiques, on va dire, tranchées, les logiques nettes. La diplomatie est l'un des rares domaines de l'action politique où le ternaire, le quaternaire et même le quinténaire sont possibles. Autrement dit, il ne faut pas considérer les relations diplomatiques comme on peut considérer les relations idéologiques. Il n'est pas nécessaire pour qu'il y ait des relations diplomatiques qu'il y ait une convergence idéologique. La preuve, il y a une ambassade de Russie en France, et il y a une ambassade de France en Russie. Même si le régime politique au pouvoir actuellement en France et celui qui est au pouvoir en Russie ne s'entendent pas et n'ont pas la même vision idéologique du monde. Il y a une ambassade des États-Unis en Russie. Il y a une ambassade de Russie aux États-Unis. Même si on sait très bien que d'un point de vue politique et diplomatique, la Russie et les États-Unis sont aujourd'hui aux antipodes les uns des autres. Il y a une ambassade de Chine aux États-Unis, une ambassade des États-Unis en Chine. Même si on sait que la Chine et les États-Unis n'ont pas la même lecture et même le même positionnement idéologique mondial. Donc, il faudra ici s'abstenir de se précipiter, de considérer que le simple fait qu'un président de la République centrafricaine se rende à Paris à la rencontre d'un président de la République française serait une entorse à la logique diplomatique. Non, au contraire, il s'agit d'une banalité diplomatique. Car les relations diplomatiques ne sont pas strictement identiques aux relations idéologiques. Autrement dit, diplomatiquement, un pays a intérêt à avoir des relations avec tous les pays. Car la diplomatie étant l'art de la gestion des relations internationales, il vaut mieux avoir des relations pour pouvoir gérer l'autre que de n'en avoir pas. Car si vous n'avez pas de relations diplomatiques avec une puissance, vous n'avez aucun moyen de pouvoir étudier de très près l'évolution de cette puissance et éventuellement anticiper sur ses actions internationales. Voilà pourquoi je voudrais d'abord inviter les Africains à sortir de ce que je peux appeler la colère idéologique pour regarder froidement les relations internationales en général. La diplomatie ne se recoupe pas avec l'idéologie. Sur le plan de la diplomatie, il y a des relations des États idéologiquement opposés. Et c'est normal sur le terrain diplomatique. Mais toute la question qui se pose est celle du degré d'engagement de ces relations. Du degré d'implication des régimes politiques dans ces relations. Toute la question qui se pose, et elle est légitime pour les opinions africaines, c'est est-ce que ces relations impliquent ou non un renoncement idéologique? C'est à partir de là qu'on peut parler d'une contradiction grave, d'une contradiction flagrante. Tant qu'il s'agit de relations diplomatiques, nous n'avons pas à juger positivement ou négativement, nous avons seulement à constater. Tout pays qui a sur cette planète a tout à fait intérêt à avoir des relations diplomatiques avec tous les pays. Prenons la République centrafricaine. Mais elle a intérêt à avoir des relations avec les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne,
la Russie, la Chine, Cuba, l'Iran, la Turquie, la Corée du Nord, la Corée du Sud, Israël, le Venezuela, le Brésil. Ça, c'est le terrain diplomatique. Donc, je voudrais d'abord dire à nos amis sur les réseaux sociaux de commencer par se débarrasser du réflexe de lire idéologiquement la diplomatie. Non, il faut d'abord la lire pragmatiquement. Il faut la lire comme étant le domaine des relations internationales. Et notez que les relations internationales ne sont pas nécessairement des relations idéologiques. Il peut y avoir relations internationales sans compatibilité idéologique. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas. Sur les 200, près de 200, un peu plus de 200 pays qu'on compte à peu près dans le monde, vous ne pouvez pas espérer qu'il y ait un pays qui soit idéologiquement d'accord avec tous les 200 pays du monde. C'est pas possible. Par contre, la diplomatie, quant à elle, en raison des intérêts vitaux des peuples qui sont en jeu, des partenariats économiques, etc., la diplomatie, quant à elle, admet la possibilité de relations internationales variées. Et d'ailleurs, c'est ce que nous appelons conceptuellement le monde multipolaire. Qu'est-ce que c'est que le monde multipolaire, tel que nous l'élaborons ces derniers temps, en opposition au monde de l'hégémonisme occidental? Ce sont les négriers occidentaux, les colons occidentaux, les néocolons occidentaux et orientaux, et les impérialistes occidentaux, qui ont pris l'habitude de considérer que les pays africains ne doivent avoir des relations qu'avec eux, et d'interdire aux pays africains d'avoir des relations avec des puissances non occidentales ou non orientales de leur goût. C'est dans la mentalité des négriers, des colonialistes, des néocolonialistes et des impérialistes, d'imposer des relations diplomatiques unilatérales aux Africains, puisqu'ils ont pris l'habitude, notamment depuis la traite négrière, de considérer les Africains et leur pays comme étant des sous-êtres humains. Donc indignes d'avoir des relations diplomatiques diversifiées. C'est le négrisme, le racisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'impérialisme qui sans cesse condamnent le multilatéralisme dans les relations internationales. Il ne faut pas que, à notre tour, nous qui nous battons pour la construction d'un monde où chaque nation sera souveraine dans la négociation de ses intérêts, il ne faut pas que nous tombions dans le piège équivalent. Celui de penser que la diplomatie, attention, doit être alignée complètement sur l'idéologie. Ce n'est pas possible. Et ça, c'était le premier but de mon intervention. Maintenant, j'entre dans le deuxième. Est-ce que dans le positionnement du président Touadéra, il y a quelque chose qui touche à l'idéologie? Il y a quelque chose qui remet en cause les engagements qu'il semble avoir pris ces 10 dernières années devant le peuple centrafricain? C'est ça la question qu'on doit se poser maintenant dans la deuxième partie de cette allocution. Eh bien, moi je réponds clairement que oui, le président Touadéra est entré en contradiction idéologique. Parce que je vais essayer de récapituler les points pour lesquels il était en froid avec la puissance française. Et je vais montrer que, alors que ces points ne sont pas résolus, sa nouvelle approche de Paris témoigne d'une rupture de cohérence. Autrement dit, je vais démontrer qu'il ne faut pas condamner les relations diplomatiques entre la France et la République centrafricaine. Ce sont des relations qui doivent exister. Ce qu'il faut condamner, c'est le reniement des raisons pour lesquelles le président Touadéra exigeait le changement. Et je vais faire la liste de ces raisons. Je dis bien la liste des raisons pour lesquelles il exigeait le changement. Et nous nous poserons la question de savoir si le nouveau partenariat ou l'ancien partenariat qu'il veut renouveler avec Paris a évolué sur les problèmes que nous allons lister. Les problèmes que nous allons lister. Il faut prendre la politique au sérieux. Il faut prendre les peuples au sérieux. Il faut prendre les Africains au sérieux. Voilà pourquoi nous allons maintenant nous intéresser aux points sur lesquels il y a eu un éloignement diplomatique entre le régime du président Touadéra et le régime
D'abord du président Hollande et par la suite le régime du président Macron. Alors, le premier point de confrontation a été la question de l'héritage colonial et néocolonial de la relation franco-africaine, c'est-à-dire la question de l'ingérence dans la vie des Centrafricains. Cela, depuis au moins le 19e siècle, de la puissance coloniale française. Est-ce que le contentieux historique qui oppose le peuple de l'Oubangui-Chari, le peuple centrafricain, à l'État français, est-ce que ce contentieux a connu un début de règlement? Autrement dit, est-ce que les massacres coloniaux français, ceux qui ont été accomplis à partir de la fin du 19e siècle, les massacres coloniaux français qui ont été accomplis notamment lors de la grande résistance du Congo-Wara, entre 1928 et 1931, même 35, avec le Grand Carnot, est-ce que ces massacres ont fait l'objet de jugements de réparation et de repentance? Est-ce que les massacres coloniaux français qui ont été perpétrés jusqu'à l'élimination du président Barthélemy Boganda en fin mars 1959 par l'armée française qui a tiré un missile, un obus sur son avion, est-ce que ces questions ont été résolues pour que M. Touadéra, président de la République centrafricaine, nous dise qu'un nouveau partenariat a commencé? Est-ce qu'il a été indiqué un chemin pour résoudre la question du contentieux historique? Quant aux multiples interventions françaises dans la politique centrafricaine, de 1960, mais jusqu'en 2024, est-ce que ces interventions ont fait l'objet d'une révision, de la reconnaissance qu'elles ne doivent pas se poursuivre? Bref, tout ce qui a été dénoncé un certain jour par le député André Chassaigne, est-ce que cela a pris fin? Ma réponse est claire, puisque je suis bien informé. Cela n'a pas pris fin. Tout ce qui a été dénoncé un certain jour de 2013 devant l'Assemblée nationale française par le député André Chassaigne, cela a continué. Le président Macron n'incarne pas une rupture envers la politique néocolonialiste de la France en Centrafrique, mais une continuité. Et plus largement, une continuité de cette politique en Afrique. Mais comme les gens ont des problèmes de mémoire, et le président Touadéra pourrait penser que les jeux auxquels il procède avec la mémoire peuvent lui permettre de dribbler la conscience vigilante du peuple centrafricain et les consciences vigilantes des peuples africains, nous allons redonner la parole à M. André Chassaigne, afin que M. André Chassaigne rappelle le contentieux historique franco-centrafricain et que tout le monde constate que rien de ce contentieux n'a connu l'ombre du début des règlements. Et voilà pourquoi sur ce premier point, je parle en réalité de trahison et de contradiction idéologique. Très bien. Donc je vais vous retrouver l'intervention de M. André Chassaigne. André Chassaigne sur le Centrafrique. Chassaigne, Centrafrique. André Chassaigne. C'est une intervention historique du député Chassaigne sur le Centrafrique. Vous l'entendrez dire ce qui s'est passé là-bas. Et vous me direz si à votre avis les choses ont changé. La parole est à M. André Chassaigne. Claude Bartholone était à l'époque président de l'Assemblée nationale. Donnons la parole à M. Chassaigne. Monsieur le Président, mes chers collègues, messieurs les ministres, c'est avec émotion que je m'associe au nom de mon groupe à l'hommage unanime rendu aux soldats morts en Centrafrique. À peine un an après l'engagement de la France au Mali, notre pays se lance dans une nouvelle opération sur le continent africain.
Après l'opération Serval qui devait s'achever en juillet dernier, le président de la République vient de déclencher l'opération Sangaris qui se traduit par le déploiement de 1600 soldats français. Il s'agit de la 50e intervention française en Afrique subsaharienne depuis les indépendances d'il y a 50 ans. Cette intervention en Centrafrique s'inscrit dans une longue lignée d'opérations menées par les troupes françaises dans cette colonie, indépendante officiellement depuis 1960, en proie à la pauvreté, à l'instabilité et au conflit. Autant d'interventions qui n'ont jamais permis de répondre aux maux qui gangrènent la Centrafrique. La Centrafrique, si elle n'est pas dénuée de ressources naturelles, est classée parmi les États les plus pauvres de la planète, occupant la 160e place sur 177 selon le classement de l'indicateur de développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement. La France y est le premier investisseur. Il est impossible dès lors de prendre part à ce débat sur l'engagement des troupes françaises en Centrafrique sans ouvrir le dossier de la France-Afrique. Le dossier de la France-Afrique. Tous les 10 ans ou presque, un président de la République centrafricaine chasse l'autre par un coup d'État, derrière lequel la France n'est jamais très loin. Le peuple centrafricain a ainsi vu défiler des personnages insensibles à son sort, aussi corrompus qu'irresponsables. Les uns après les autres, les dictateurs ont été choisis et maintenus au gré de nos intérêts, entre guillemets, mais aussi pour protéger des bases militaires françaises dans ce pays considéré comme un porte-avions au centre de l'Afrique, utilisé lors de nombreuses interventions militaires dans la région. La France n'est pas étrangère à la situation chaotique que connaît ce pays. Elle porte une responsabilité historique dans la tragédie centrafricaine. Elle n'est donc pas la plus qualifiée pour intervenir. C'est un paramètre que nous ne pouvons pas ignorer, même si, je le dis clairement, il n'est pas question de tergiverser pour la protection des populations civiles, premières victimes des violences sanglantes qui déchirent ce pays. Monsieur le ministre des Affaires étrangères a déclaré, face à la communauté française de Bangui le 13 octobre dernier, je cite, « Sachez que l'amitié traditionnelle qu'a portée la France à la Centrafrique, nous voulons la manifester de nouveau pour aujourd'hui et pour demain. » Pourtant, notre histoire commune est marquée par de sombres affaires. Nous gardons en mémoire le pitoyable sacre de l'ancien sous-officier de l'armée française devenu l'empereur Bokassa Ier, oui, en présence de la diplomatie française. Malgré ce soutien, le président Valéry Giscard d'Estaing a décidé de débarquer sur l'ancien ami devenu trop encombrant, incontrôlable, qui menaçait nos intérêts pour installer au pouvoir le président David Dacko pour ensuite favoriser la dictature du général Kolimba. Il sera remplacé par le dictateur Ange Félix Patassé, qui sera quant à lui chassé du pouvoir en mars 2003 par le général Bozizé, un jeu de chaises musicales orchestré par l'ancienne puissance coloniale. En 2007, face à la multiplication des mouvements rebelles sous influence soudanaise et tchadienne, les parachutistes français sautent sur Birao, dans le nord de la République centrafricaine. C'est de ce nord musulman qu'est venue en décembre 2012 l'offensive des rebelles de la Séléka qui, le 24 mars dernier, porta au pouvoir Michel Djotodia. Dans un réflexe hérité de l'histoire, le président Bozizé a vainement appelé à l'aide la France avant de prendre la fuite. C'est ainsi que l'actuel président centrafricain est arrivé au pouvoir avec le soutien des rebelles de la Séléka qui sont devenus ses propres ennemis. Michel Djotodia qui en appelait à la France après avoir dissous la coalition rebelle de la Séléka. Aussi, au regard de notre histoire en Centrafrique, on peut légitimement s'interroger sur les différentes motivations d'une nouvelle intervention dans l'ancienne colonie. L'ordre du jour réel du sommet pour la paix et la sécurité en Afrique qui s'est tenu à Paris il y a quelques jours était clair. Avant de parler de paix et de sécurité, Paris et ses alliés du continent africain se sont intéressés à leurs préoccupations économiques et financières. Ce sommet est avant tout une offensive diplomatique pour la sauvegarde des intérêts de la France en Afrique. Riche de ses ressources naturelles, mine... Je m'arrête là. Je voulais, mes chers amis, je voulais simplement rafraîchir la mémoire
à celles et ceux qui ne le seraient pas sur le fait que bon, le Centrafrique tel qu'il était en 2013 a légèrement progressé depuis 2013. Nous sommes en 2024. Nous sommes 11 ans plus tard. La situation centrafricaine a seulement légèrement progressé. Avec une population d'environ 5 millions d'habitants, le Centrafrique n'est toujours pas sorti de la pauvreté. Le président Touadéra est au pouvoir depuis bientôt 10 ans. Il n'a pas réussi à sortir 5 millions de Centrafricains de la pauvreté. L'écrasante majorité de notre peuple en Centrafrique tire toujours le diable par la queue. Donc, la question qui se pose très sérieusement, c'est, alors même que le modèle qui a maintenu le Centrafrique dans la pauvreté n'a été révisé par le président Macron nulle part en Afrique. On l'a vu entériner des successions dynastiques en Côte d'Ivoire, au Togo, au Tchad, au Gabon, au Congo. Être complaisant envers la tentative de succession dynastique de Macky Sall au Sénégal, au Niger, avec la succession de type dynastique entre Issoufou et Bazoum. Alors que le modèle de cette coopération, de ce partenariat, n'a pas changé du côté de Paris, alors que la fameuse condescendance, le néocolonialisme, l'arrogance, la prétention, le mépris, la menace sont restés les marques déposées de la diplomatie française en Afrique. Avec les crises qu'on a observées au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Qu'est-ce qui peut expliquer diantre que le président Touadéra prenne les vieilles marmites, les vieilles solutions qui ont déjà montré leurs limites et veuille les réchauffer? Mais il y a un deuxième sujet, c'est la question monétaire. Le président Touadéra, au cœur de l'Afrique centrale, s'était positionné avec le projet Sango comme celui qui romprait avec la dictature de la monnaie néocoloniale du franc CFA. Il avait lancé le projet Sango d'abord sous la forme d'une monnaie numérique. On n'en parle plus. Plus personne n'en parle, ni en Centrafrique, ni en Afrique centrale, ni dans le monde. Et cela ne semble pas le choquer d'avoir levé des espoirs dans le peuple centrafricain, d'avoir levé des espoirs dans toute l'Afrique centrale, d'avoir inspiré la possibilité d'une indépendance monétaire à toute l'Afrique, et de se lever maintenant et retourner chez le patron de la Banque de France pour négocier des affaires, alors qu'il n'a pas donné la souveraineté monétaire qu'il avait promise à son peuple. Deuxième sujet. Sur quel point de cette question monétaire Paris aurait-elle évolué de telle façon que Faustin Archange Touadéra, en venant à Paris, croit pouvoir cheminer dans un partenariat gagnant-gagnant avec Paris? Or, ce que nous voyons, c'est Paris s'efforçant par tous les moyens possibles de sauver le franc CFA. Missionnant le soldat Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique, avant d'être bientôt dégagé, on le voit en mission pour sauver le CFA. On voit toutes les génuflexions faites maintenant devant le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour que le Sénégal reste dans la Senzala, reste dans la prison monétaire, à tout prix. Comment au moment où l'establishment de la France-Afrique veut absolument sauver l'ordre néocolonial et couper toutes les têtes contestataires, que ce soit dans les diasporas ou sur le continent, comme cet establishment le fit par le passé. Comment peut-on comprendre que c'est à ce moment que quelqu'un qui a porté l'espoir d'une véritable rupture épistémologique avec la politique néocolonialiste se lève pour venir faire, eh bien, des bisous à Paris? Est-ce que la question monétaire, pour laquelle le président Touadéra a promis au peuple centrafricain de le rendre souverain et indépendant, est-ce qu'elle a été soldée? Est-ce que Paris a décidé de rendre les réserves d'or, de rendre les réserves de change? Est-ce que Paris a décidé de mettre fin à l'ignominie du CFA pour que Touadéra, qui idéologiquement s'est positionné comme celui
qui voulait, au cœur de l'Afrique centrale, affranchir son pays du dogme de la monnaie néocolonialiste pour qu'il vienne à Paris. Que s'est-il passé de la question monétaire? Deuxième élément contradictoire, élément de trahison. Mais il y a un troisième élément, c'est la question géostratégique et géopolitique. Faustin Archange Touadéra a pu sauver son régime grâce à une alliance in extremis, passée à partir notamment de 2017 avec la Fédération de Russie, eh bien, après son voyage de Sochi. On peut poser la question de savoir si le président Faustin Archange Touadéra, maintenant d'ailleurs qu'il a complété sa sécurité par des détachements de l'armée rwandaise de Kagame, dont on sait qu'il est un agent de l'OTAN en Afrique de l'Est, semant la terreur et la division en République démocratique du Congo. On peut se poser la question de savoir si le président Touadéra estime avoir résolu la question sécuritaire centrafricaine. De telle façon que, en reprenant des relations étroites avec l'ancienne puissance coloniale et en bénéficiant de la couverture rwandaise, il soit en capacité éventuellement de se passer de son alliance avec la Fédération de Russie. Autrement dit, le président Touadéra voudrait-il ramener le Centrafrique sous, en réalité, le bercail, sous l'aisselle de l'OTAN. Son positionnement ces 2 dernières années indique un détricotage idéologique de sa doctrine géostratégique et une espèce de volonté de ménager la chèvre et le chou. En effet, on ne peut pas géostratégiquement et géopolitiquement sécuriser le Centrafrique en s'appuyant en même temps sur l'alliance avec la Fédération de Russie et l'alliance avec l'OTAN. Dans aucun pays au monde n'existe un système sécuritaire en situation de double alliance avec ces 2 blocs. Il y a le bloc russo-chinois, ou qu'on appelle encore le bloc du monde multipolaire. Russie, Chine, Iran, Turquie, dans une certaine mesure. Et il y a le bloc de l'OTAN. Aucun système sécuritaire au monde ne peut s'accommoder des 2 blocs et assurer la sécurité d'un État en s'appuyant sur ces 2 blocs. Donc la question qui se pose, c'est le président Touadéra a-t-il résolu la question sécuritaire centrafricaine et pense-t-il pouvoir faire cohabiter 2 alliances antinomiques sur le sol centrafricain, puisque c'est ce qui lui sera demandé, par ses partenaires des 2 ailes du duel eurasiatique, c'est-à-dire le bloc russo-chinois, ou bloc du monde multipolaire d'un côté, et le bloc otanien. Autrement, le président Touadéra se sent-il en capacité de s'asseoir le cul entre 2 chaises? Est-il en capacité de le faire? Voilà la question que pose son attitude idéologique. Enfin, il y a une dernière question. Le comportement du président Touadéra, qui consiste quelque part à vouloir manger à tous les râteliers, nous rappelle étrangement le comportement systématique des pires dictateurs africains de tous les temps. En effet, les dictateurs africains ont toujours voulu diversifier les relations diplomatiques, non pas pour en tirer un bénéfice pour leur pays, mais pour s'assurer que leurs opposants n'ont aucune base arrière, nulle part, et ainsi se garantir une présidence à vie. Or, qu'est-ce que nous avons observé en Centrafrique? Ces dernières années, le président Touadéra a fait modifier la Constitution de façon unilatérale, à la manière de tous les autres dictateurs, et il s'est octroyé par anticipation la possibilité d'un 3e mandat. Cette manière qu'il a de vouloir faire ami-ami avec tout le monde, c'est-à-dire de vouloir cajoler Paris, n'indique-t-elle pas sa volonté de tirer le tapis sous les pieds des opposants centrafricains pro-France-Afrique et qui comptaient sur Paris pour les rétablir en selle à Bangui? Il y a de cela dans le positionnement du président Touadéra, puisque désormais, demeurer au pouvoir semble être devenu la finalité principale de son action politique, et non pas la transformation de la condition sociale, la condition économique, la condition culturelle, la condition politique de notre peuple, le peuple centrafricain. Donc voilà pourquoi, dans
la deuxième partie de mon propos, je souligne enfin le fait que, alors même qu'il est celui qui avait initié ce mouvement de rupture avec la France-Afrique, au cœur de l'Afrique centrale, bizarrement, depuis que l'idéologie panafricaniste a pris de l'envol et fortement inspiré les révolutions maliennes, burkinabé et nigériennes, on observe que cette idéologie a pratiquement disparu à Bangui. Le président Touadéra n'a pas fait, n'a pas voulu, n'a jamais voulu faire de Bangui une place forte du panafricanisme. Et aujourd'hui, sa politique du en même temps, sa politique de un pas à gauche, un pas à droite, un pas devant, trois pas derrière, révèle les raisons pour lesquelles il ne s'est jamais pleinement engagé dans le panafricanisme. En général, en réalité, ce qu'il nous révèle, c'est que la politique est pour lui l'art de durer au pouvoir, l'art de conserver le pouvoir, l'art de jouir du pouvoir. Or, c'est la définition que tous les dictateurs africains ont de la politique. Les dictateurs africains ne diversifient les relations diplomatiques que pour pouvoir s'assurer que leurs opposants n'ont pas de soutien. Et que, globalement, ainsi, ils peuvent confisquer le pays pour eux et leurs clans. Je suis dans la désolation de constater que c'est dans cette logique, manifestement, que le président Touadéra, depuis quelques années, est entré. Une logique de confiscation du pouvoir par toutes sortes d'arguties, qui ne renvoient pas à la transformation effective de la condition sociale, économique, politique et culturelle de notre peuple. D'où je peux conclure la deuxième partie de ce propos. Oui, il y a contradiction idéologique. Oui, il y a flou idéologique. Oui, il y a cafouillage idéologique dans la démarche actuelle du président Touadéra, et notamment depuis la modification constitutionnelle qui lui a permis, quelque part déjà, de se profiler une présidence à vie à la tête du Centrafrique. Cette confusion idéologique, elle tient, à son incapacité à aller au bout du projet de souveraineté monétaire du Centrafrique. Le projet Sango est mort. Cette confusion idéologique tient à son incapacité à transformer substantiellement la situation du peuple centrafricain. Le peuple centrafricain croupit encore dans son écrasante majorité dans la misère. Ce n'est pas normal après 10 ans de pouvoir. C'est un échec socio-économique patent. Cette incapacité se traduit dans l'absence de vision institutionnelle et de vision générationnelle. La conception personnalisée, personnifiée du pouvoir. Cette incapacité se traduit dans le refus de se connecter à la révolution panafricaniste. Le refus de s'allier fortement avec ses frères du Mali, du Burkina, du Niger, dans la dynamique de la souveraineté totale de l'Afrique, est un aveu de sa dépendance psychologique envers l'impérialisme occidental. Moi, quand j'ai vu l'armée rwandaise prendre une importance dans le dispositif sécuritaire en Centrafrique, j'ai compris que le président Touadéra s'était à nouveau jeté, pieds et poings liés entre les mains de l'OTAN. Le Rwanda n'est que rien d'autre qu'une armée supplétive de l'OTAN. Quand vous voyez un président confier sa sécurité au Rwanda, sachez qu'il confie là sa sécurité aux États-Unis, il confie sa sécurité à la France, il confie sa sécurité à la Grande-Bretagne, il confie sa sécurité à l'OTAN. Le Rwanda est un satellite de l'OTAN. Tout État qui accueille des troupes rwandaises et qui les intègre dans le dispositif sécuritaire de son sommet est un État sous contrôle de l'OTAN. Écrivez ça. Donc, moi j'ai eu beaucoup d'indices. Et c'est ce qui explique que j'ai, pour ainsi dire, enlevé ma bouche dans les questions centrafricaines, afin de laisser le président Touadéra mûrir sa contradiction et assumer sa trahison. Maintenant, cette trahison, idéologique, j'entends, je ne dis pas diplomatique. J'ai bien distingué les questions diplomatiques des questions idéologiques. Il y a trahison idéologique, pas diplomatique. Il est normal qu'il y ait des relations diplomatiques entre la France et le Centrafrique. Parce que ce sont des États qui ont des intérêts, qui sont condamnés à coopérer ensemble. Il y a des franco-centrafricains. Il faut qu'il y ait des relations diplomatiques entre ces deux pays, c'est normal. Le bon sens l'impose. Mais
qu'il y ait compatibilité idéologique, cela suppose qu'il y en a un qui a renoncé. Et celui qui a renoncé, c'est Touadéra. Parce que le néocolonialisme français, quant à lui, n'a pas changé. C'est Touadéra qui renonce à l'engagement qu'il a pris devant le peuple centrafricain. C'est lui qui renonce. C'est lui qui se remet dans les mains de l'OTAN. C'est lui qui se remet dans les mains de l'impérialisme occidental. C'est lui qui se remet dans les mains du néocolonialisme français. Ce n'est pas le néocolonialisme français qui change. Ce n'est pas l'OTAN qui change. Ce n'est pas le président Macron qui a changé. C'est Touadéra qui, pour ainsi dire, n'a pas mis simplement de l'eau dans son vin, mais un fleuve. Non, il n'a pas mis un verre d'eau dans son vin, il a versé un fleuve dans son vin. Il n'y a plus de trace dans cette manière de faire la politique de la révolution centrafricaine qu'il a cru pouvoir incarner à partir de 2016. Tout cela est tombé en désuétude. Tout cela est tombé en désuétude. Donc, maintenant, je viens à la troisième et dernière partie. Dans la troisième et dernière partie, je voudrais continuer à rendre un grand service au président Touadéra et à tous ceux qui, de près ou de loin, l'accompagnent dans cette aventure rocambolesque. C'est de lui rappeler ce qui est arrivé à Kadhafi. Muammar el-Kadhafi, de 1970-69, sa prise de pouvoir, jusqu'à son assassinat en 2011, a connu une première phase lors de laquelle il s'est positionné pour le peuple libyen, pour le peuple africain et contre l'impérialisme et contre le colonialisme. Il a traversé des persécutions terribles. La Libye, à la fin des années 80, était régulièrement bombardée par les États-Unis. Plusieurs fois d'ailleurs, lui-même a failli être tué par des bombardements du régime de Ronald Reagan. Il avait été déclaré paria par l'OTAN, paria par l'Occident. Mais Muammar Kadhafi avait quand même réussi à construire le pays le plus prospère d'Afrique et l'un des pays les plus prospères au monde. Le niveau de vie libyen était supérieur au niveau de vie en France. Il était supérieur au niveau de vie moyen aux États-Unis. Mais Kadhafi voulait normaliser ses relations diplomatiques. C'est alors qu'il a commis une erreur idéologique. En voulant normaliser ses relations diplomatiques, il a commis une erreur idéologique. Je recommence une troisième fois. Le guide libyen Muammar el-Kadhafi voulait normaliser ses relations diplomatiques. Mais chemin faisant, il a commis une erreur idéologique. Normaliser les relations diplomatiques de la Libye, c'est la responsabilité d'un chef d'État, c'est normal. Que la Libye rétablisse des relations diplomatiques avec la France, avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne, ce n'était pas un problème. Et il ne faut pas aujourd'hui, parce que vous voyez, c'est pas le Mali qui a des relations diplomatiques avec le Qatar, vous voyez tel pays qui a des relations diplomatiques avec tel autre, c'est pas ça qu'il faut condamner. Le but de la diplomatie, c'est les relations internationales. Et j'ai dit dès le départ de cette conférence que les relations internationales n'ont pas à être confondues avec les relations idéologiques. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a des relations diplomatiques entre deux pays qu'ils sont des amis idéologiques. Or, qu'est-ce qui s'est passé avec Kadhafi? Kadhafi a commis l'erreur de croire que Sarkozy était devenu son ami, au point d'aller jusqu'à financer la campagne de Sarkozy. La campagne présidentielle de Sarkozy. Kadhafi a pris de l'argent libyen, l'argent public libyen, et l'a donné à Sarkozy, en guise d'amitié, pour l'aider à se faire réélire en France. Il a financé Nicolas Sarkozy de Nagui Boksa. Sarkozy était devenu un ami, et comme on le dit sur le continent africain, un frère. Il a cru que Sarkozy l'avait rejoint pour un partenariat en faveur de la Libye et de la France en Afrique. Bref, il a cru avoir trouvé un terrain d'entente idéologique avec Sarkozy. Et Sarkozy lui avait promis de le réconcilier avec les États-Unis, le réconcilier avec la Grande-Bretagne, le réconcilier avec l'Union européenne. Sarkozy lui avait promis d'arranger ses affaires. Donc, en fait, Kadhafi a cru que Sarkozy le réconcilierait idéologiquement avec les Occidentaux. Et voilà son erreur. Car Sarkozy, en ouvrant les bras à Kadhafi, voulait endormir sa vigilance pour que la vengeance que les Occidentaux avaient prévue contre lui, à cause de ces incartades des années 70-80, s'exécute.
dans la logique de l'Occident, tout dirigeant politique qui de près ou de loin l'a contesté doit être puni de mort. Tôt ou tard. Et il faudrait peut-être que je vous rafraîchisse la mémoire. Vous avez vu comment ils ont traité Oussama Ben Laden? C'est un ancien employé de la CIA. Vous avez vu comment ils ont traité Saddam Hussein en Irak? Saddam Hussein a passé toutes les années 80 à récupérer, à recevoir de l'aide militaire américaine, l'aide militaire occidentale pour combattre l'Iran de l'ayatollah Khomeini, l'Iran chiite. Mais le jour où lui, Saddam Hussein, a pensé qu'il était assez fort pour s'affranchir des 4 volontés des États-Unis, ils l'ont piégé en le poussant à envahir le Koweït et ils en ont profité pour lui tailler le croupion lors de la Première Guerre. Et par la suite, ils ont inventé une fausse accusation contre lui, comme quoi il détiendrait des armes de destruction massive. Et ils l'ont assassiné. Dans le processus de l'assassinat de Kadhafi, Sarkozy a joué le rôle du somnifère. C'est lui qui a endormi Kadhafi. Il a caressé Kadhafi. Il a attendri Kadhafi. Il lui a ouvert les portes de Paris. Kadhafi s'est installé à Paris avec sa tante de bédouin et a cru qu'il était vraiment redevenu un homme désirable, un homme aimé. Sarkozy lui a compté fleurette. Sarkozy lui a chuchoté des mots doux. Dans l'oreille de Kadhafi, Sarkozy remuait une douce plume d'oiseau qui faisait sourire et même couiner de bonheur, eh bien, le guide libyen. Kadhafi s'est dit, ça y est, nous sommes ensemble. L'Union méditerranéenne franco-libyenne est établie. L'Union méditerranéenne européo-africaine est établie. Je peux mener tranquillement mes projets africains. Il n'y a pas de problème. Sarkozy me comprend. Mais c'est ce Sarkozy qui se précipitait en même temps pour mener une cabale avec Barack Hussein Obama, Hillary Clinton, David Cameron, pour engager une campagne d'une violence inouïe. 6 mois de bombardement contre la Libye. Et c'est lui qui devait veiller à faire éliminer Kadhafi. Donc, vous avez bien observé les 3 phases par lesquelles l'Occident a procédé pour éliminer Kadhafi. D'abord, première phase, Kadhafi affirme la souveraineté libyenne, la souveraineté africaine. L'Occident lui garde dents. Deuxième phase, Kadhafi se met à croire, à travers Sarkozy, que l'Occident et lui se sont rejoints idéologiquement. Il croit en l'offre d'amitié, de fraternité, de solidarité, de destin que lui propose Sarkozy de Nagui Bokcha. Troisième phase, Sarkozy et tous ses alliés occidentaux de l'OTAN tuent Kadhafi. Partons de cet exemple et regardons ce à quoi joue Faustin Archange Touadéra. Il a commencé par prendre ses distances envers la France, envers l'Occident, au motif que ceux-ci sont coupables de la pauvreté de son pays, coupables du retard de son pays, coupables de maintenir le Centrafrique dans le chaos maîtrisé. Il s'est rapproché de la Fédération de Russie et de la Chine et a commencé à tisser un chemin de souveraineté en s'appuyant sur leur expérience. Première phase. Les Occidentaux lui ont gardé une rancune éternelle. Elle est éternelle. Et lui, il le sait. Deuxième phase. Maintenant, le voilà cajolé par le président Macron à Paris. Caressé dans le sens du poil. Le voilà avec une plume macronienne dans son oreille qui lui dit des mots doux. Et le voilà gloussant de joie. Le voilà heureux. Heureux d'être accueilli sur tapis rouge à Paris, d'avoir les clairons de la garde qui sonnent, heureux d'être à nouveau sous les ors et lambris de Versailles. D'ailleurs, lui-même, ancien de la ville de Lille, est heureux de retrouver, eh bien, le pays de ses études supérieures. Le voici dans sa phase idyllique. On peut deviner ce qui l'attend. Mais apparemment, il est le seul à penser qu'il est plus malin que Kadhafi. Il est plus malin
que Saddam Hussein. Il croit qu'il est plus malin qu'Oussama Ben Laden. Il croit qu'il est plus malin que tous ceux qui coopérèrent, puis s'opposèrent à l'Occident, avant de tenter, croyait-il, de retrouver ses aises, de retrouver son amour, son affection, avant d'être éliminé. Faustin Archange Touadéra, sans doute convaincu par sa formation de mathématicien qu'il maîtrise la théorie des jeux, la théorie des risques, qu'il maîtrise les théories en quelque sorte complexes, les théories du chaos. Il croit pouvoir appliquer cela à la situation de sa relation à la France et ainsi vaincre au jeu de l'intelligence. Mais je voudrais lui faire remarquer que dans une période aussi critique pour l'Afrique que celle de la réponse nécessaire à la question de la souveraineté, tous ceux qui sont des hésitants ne réussissent qu'à faire une chose, c'est à s'isoler eux-mêmes. Je recommence. Les hésitants, ce sont ceux qui s'isolent. Si vous hésitez à œuvrer pour la souveraineté de votre pays, votre peuple vous tourne le dos. Ça, c'est la première conséquence. On vous applaudit bien sûr quand vous passez et que vous jetez par-dessus fenêtre quelques traîtres billets de banque et quelques chiffons et de l'huile et du pain beurré à la sardine. Mais en réalité, votre chute ne fera plus de mal à un peuple qui sait que ce n'est finalement pas pour lui que vous vous battez. Vous perdez le soutien de votre peuple. Deuxième élément incontestable, vous perdez le soutien de vos alliés des temps difficiles, qui ont l'occasion de voir que maintenant que les choses sont légèrement meilleures pour vous, vous pouvez considérer qu'ils comptent pour du beurre. Et au moment même où ils sont attaqués par l'OTAN, eh bien, c'est le moment que vous choisissez pour montrer avec zèle votre passion pour l'OTAN. Moi, je me mets dans la tête d'un soldat chinois ou russe en Centrafrique, qui est là depuis 4 ans ou 5 ans, à former l'armée centrafricaine, à aider l'armée centrafricaine à reprendre puissance et autonomie sur son sol. Et qui sait par ailleurs les positions diplomatiques de la France dans le conflit russo-ukrainien actuel. Je me mets dans la tête du soldat russe de Centrafrique qui voit Faustin Archange Touadéra prétendre que dans ces conditions où son principal allié est en situation de quasi-guerre frontale avec l'OTAN, il peut aller faire son malin à Paris. Je vois le soldat russe, instructeur, formateur en Centrafrique, je le vois ressentir beaucoup d'amertume en voyant seulement la seule image de Touadéra sur un mur. Ceux qui risquent leur vie pour aider le peuple centrafricain à conquérir l'indépendance qu'il n'a jamais eue ne peuvent pas considérer comme une simple blague l'idée de coopérer avec ceux qui les combattent. Car il s'agit là d'un problème de trahison idéologique. On n'est plus en diplomatie. On est en idéologie. À partir du moment où je suis engagé avec toi sur le terrain et que je risque ma vie pour toi, tu ne peux pas passer des alliances avec mes ennemis. Tu ne peux pas coopérer avec mes ennemis. À un certain niveau, tu peux avoir des relations diplomatiques. Tu peux avoir des relations diplomatiques formelles, des relations diplomatiques acceptables avec mes ennemis, mais tu ne peux pas reprendre un partenariat fort avec mes ennemis au moment même où je les combats. Parce qu'à ce moment-là, c'est une trahison, non pas diplomatique, mais idéologique. Donc, je trouve particulièrement maladroite la période choisie par le président Touadéra pour venir se faire kadhafiser à Paris. Je lui enjoins de faire très attention et de bien lire l'histoire. Qui plus est, celui avec lequel il fait ami-ami a déjà dit publiquement que lui n'a pas d'amis. Et quand vous êtes un pot de terre, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore vous-même la capacité de vous défendre, ne jouez pas avec les pots de fer. La place du président Touadéra est en Centrafrique pour construire une armée centrafricaine souveraine et puissante. Sa place est en Centrafrique pour bâtir l'industrialisation de l'économie centrafricaine. Sa place est en Centrafrique pour réaliser la monnaie souveraine centrafricaine dont le pays a besoin pour se développer. Sa place est en Centrafrique pour construire
la solidarité panafricaniste avec tous les mouvements révolutionnaires qui travaillent à l'indépendance authentique. Là. Voilà, il a beaucoup de travail en Centrafrique. Les scènes que nous voyons à Paris sont également une source de souffrance pour ceux des soldats centrafricains, ceux des militants centrafricains qui ont cru en âme et conscience qu'ils participaient à une véritable rupture idéologique, qu'ils participaient à une véritable indépendance de leur pays et qui maintenant voient détricoter tout le travail accompli ces 5, 6, 7, 8 dernières années. Je me mets dans la peau de la Centrafricaine ou du Centrafricain qui un jour ont manifesté dans les rues contre le néocolonialisme français, qui ont dit que le franc CFA doit cesser, qui ont demandé que l'ancienne armée coloniale se retire du sol centrafricain, qui ont exigé que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité que le Centrafrique a subis soient préalablement jugés, qu'ils soient condamnés, qu'ils soient réparés. Je vois ces Centrafricaines et ces Centrafricains qui estiment que les nombreuses ingérences de l'ancienne puissance coloniale, ingérences tragiques dans les affaires centrafricaines, les prédations, les pillages qui ont eu lieu, doivent être juridicisés afin de rétablir des relations authentiques. Eh bien, je les vois tous sombrer dans une profonde dépression en voyant le comportement de trahison idéologique du président Touadéra. De telle sorte que la conséquence de cette politique de la confusion idéologique, c'est l'isolement du dirigeant. Je ne sais pas comment il fait pour ne pas voir qu'il est de plus en plus isolé. Il s'isole de son peuple, il est coupé du mouvement panafricaniste continental, le président Touadéra et son régime, ils en sont complètement coupés. Et maintenant, il est en train de se couper de ses principaux alliés stratégiques. Dans ces conditions, il sera facile au néocolonialisme de se venger de lui. Et que personne ne vienne dire, quand ces choses arriveront, qu'il n'a pas été prévenu. Qu'il relise l'histoire de Kadhafi, qu'il relise l'histoire de Saddam Hussein, qu'il relise l'histoire d'Oussama Ben Laden, qu'il relise même bien l'histoire de Bokassa, l'histoire de Bozizé, l'histoire de Kolimba, l'histoire d'Abel Ngoumba, l'histoire de David Dako, pour savoir comment, avec la puissance coloniale française, les dirigeants centrafricains ont fini. Tous ont fini dans la muise, dans la honte et dans le mépris. Sans exception. Il n'y en a pas un seul qui est fini dans de bonnes conditions. Tous ont fini abandonnés par cette puissance qu'ils avaient choisi de servir, à laquelle ils avaient choisi de servir, qu'ils avaient choisi de servir contre leur peuple. Ils ont fini abandonnés d'elle. Dako, Bokassa, Kolimba, comment il s'appelle, Bozizé, Patassé, Djotodia, tous ces gens-là, qui à un moment donné ont pensé pouvoir desservir leur peuple pour se réaliser, ils ont été déposés au bord de la route. Le président Faustin Archange Touadéra devrait méditer l'isolement profond dans lequel il est en train de se plonger. Et en donnant cette conférence ce soir, je voudrais lui dire que je pense qu'il n'est pas tard pour redresser rapidement le tir, respecter les sacrifices que le peuple centrafricain a consentis et arrêter la confusion idéologique. Il est temps d'arrêter cette confusion idéologique avant que des événements tragiques n'arrivent et que le peuple, tout comme son propre clan de partisans, n'ait que leurs yeux pour pleurer et l'Afrique n'ait que des regrets. Much ado about nothing. Il ne faut pas prendre les luttes africaines par perte et profit. Il faut respecter l'espoir que les Africains ont placé en vous, l'espoir que les Centrafricaines et les Centrafricains ont placé en vous. Et il faut faire sérieusement de la politique. Donc je conclus en disant, ne condamnons pas les relations diplomatiques franco-centrafricaines. Les relations diplomatiques sont des relations frappées au coin du réalisme. Il est normal qu'un pays ait le maximum possible de relations diplomatiques. Condamnons par contre la trahison idéologique du président Touadéra. Car elle est évidente. Nous la condamnons parce que la politique doit être faite en vérité, en justice, en solidarité avec nos peuples.
On doit respecter l'intelligence des peuples. On doit respecter également les grands enjeux de l'époque. On doit respecter ses promesses, sa parole donnée. Les peuples africains ont trop souffert du manque de sérieux, de dirigeants sans parole, sans foi ni loi, qui arrivent avec des allures d'anges de lumière et qui se transforment en voyous, en menteurs, en mythomanes, en narcissiques, en jouisseurs, en forbans, une fois qu'ils détiennent le pouvoir d'État. Que cette malédiction s'éloigne du peuple centrafricain. Que cette malédiction s'éloigne de l'Afrique. Que cette malédiction s'éloigne de nous. Prendre le pouvoir contre son peuple. Prendre le pouvoir pour ramener son peuple 50 ans en arrière. Prendre le pouvoir pour le simple plaisir d'avoir les fastes du pouvoir avec soi et de mourir au pouvoir. Que ces maladies, que ces pathologies criminelles de la politique africaine s'éloignent de nous tous. Ainsi soit-il. Mes chers amis, c'est ce mot que je voulais dire. C'est ce mot que je voulais dire. Et j'espère avoir amplement répondu à la question que mes amis m'ont posée. Qu'est-ce que je pense de la dernière visite du président Touadéra et de ces derniers bras dessus, bras dessous avec le président Macron. Moi, je ne condamne pas l'existence des relations diplomatiques franco-centrafricaines. Je dis qu'elles sont des relations diplomatiques qui sont nécessaires sur le plan de la réalité des relations internationales. Mais ces relations diplomatiques ne doivent pas être confondues avec une communion idéologique. Et là où je ne suis pas d'accord, c'est quand je constate que le président Touadéra trahit ses engagements idéologiques. C'est-à-dire trahit sa parole donnée au peuple centrafricain et sa parole donnée devant l'histoire à tous les peuples africains qui ont cru qu'il incarnait la renaissance du panafricanisme centrafricain incarné autrefois par Carnot, par Barthélemy Boganda. On a pu croire qu'il en était vraiment le digne héritier. Et ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il nous déçoit. Il nous déçoit en nous montrant qu'il n'en est rien, qu'il a d'autres priorités